Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 30e épisode de la série sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. À la fin du dernier épisode, je vous disais que sur YouTube, la plupart des gens qui m'ont dit que ma stratégie était mauvaise et que je devrais me remettre en question parce que n'avoir que 2000 abonnés après 3 ans et plus de 200 vidéos, c'est forcément qu'il y a un problème et que c'est mal parti, qu'il faut absolument changer de direction. Ce sont des gens qui ne comprennent rien au long jeu. Ils ne raisonnent que sur les conséquences de premier ordre. Ils ne comprennent pas que dans les 3 années passées, je n'étais pas en train d'investir dans les conséquences de premier ordre, mais dans les conséquences d'ordre distant. Ce qu'il faut bien comprendre à propos de ma chaîne, c'est que niveau scalabilité, elle est très bien paramétrée. À la fois en termes de contenu, mais aussi de succès. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 2 choses. Déjà, ça veut dire qu'elle peut grandir sans friction. Pourquoi ? Parce que la friction vient de la compétition. Quand ce que tu produis est similaire à ce que d'autres font, au bout d'un moment, ça devient difficile de gagner des parts de marché. Tu atteins un plafond. Tu ne peux plus dépasser une certaine échelle. Tu es bloqué. A l'inverse, quand tu crées un produit unique, spécial et différent, bien souvent ça entraîne des débuts difficiles, mais ça permet d'éviter la friction à long terme parce que tu n'auras pas de compétition. En gros, tu vas démarrer lentement, mais tu ne vas pas ralentir. Avoir une bonne scalabilité de succès ne veut donc pas dire avoir beaucoup de succès facilement, mais pouvoir continuer à développer plus de succès qu'on en a actuellement. Ensuite, le bon paramétrage niveau scalabilité, ça veut dire que ce qui se passe à la petite échelle actuelle est bon signe, et ça devrait pouvoir se reproduire à des échelles plus grandes. Déjà, au niveau du succès de réception, sur le peu de personnes qui connaissent l'existence de la chaîne, il y a une bonne proportion de retours positifs, et même de retours très positifs. Autrement dit, il y a de vrais fans qui vont suivre et rester sur la durée. Et c'est très bon ça. Si, à petite échelle, les indicateurs humains étaient mauvais ou moyens, là, je pourrais me faire du souci pour ce qui peut se passer à plus grande échelle. Ça ne serait pas logique de me dire qu'à plus grande échelle, la proportion de retours positifs va changer. Non, ce qui est logique, c'est que la proportion de vrais fans et de retours positifs va rester la même indépendamment de l'échelle. Et au passage, ce genre de raisonnement, c'est valable pour n'importe quel produit. Si tu veux savoir si ton produit a des chances de décoller à l'avenir, et si ça vaut le coup de continuer ou pas, fais des tests à petite échelle et regarde la proportion de retours positifs et surtout de retours très positifs. Si tu continues, tu peux raisonnablement t'attendre à démultiplier ce que tu as obtenu à petite échelle. Sachant encore une fois que bien souvent, il vaut mieux avoir des retours très positifs, quitte à avoir aussi des retours négatifs, plutôt que d'avoir uniquement des retours moyennement positifs. Parce qu'encore une fois, ce sont les vrais fans qui comptent le plus sur la durée. Et donc c'est bon signe qu'avec mon contenu, j'ai une bonne proportion de fans et de retours positifs à petite échelle. Parce que ça veut dire que sans même parler d'améliorer la qualité de mes vidéos, il est tout à fait envisageable que le succès actuel de la chaîne se démultiplie en démultipliant le nombre de personnes qui connaissent la chaîne. Et le nombre de personnes qui connaissent la chaîne, ça n'a pratiquement rien à voir avec le contenu de la chaîne, et tout à voir avec ce que j'appelle les événements d'exposition dont je vous parlais dans l'épisode 176. Je veux dire, c'est presque absurde tellement ça n'a rien à voir avec le contenu, et tout à voir avec les mouvements et le bruit actuel dans les réseaux de communication. Il suffit d'un bon événement d'exposition pour une vidéo sur un sujet qui est dans les bonnes grâces de l'algorithme en ce moment, et en quelques jours tu peux gagner des dizaines de milliers d'abonnés. C'est comme ça que la plupart des chaînes décollent subitement en termes d'audience, sans rien changer leur contenu et leur valeur, alors qu'elles stagnaient depuis super longtemps avant ça. Et la leçon derrière est importante. Ça veut dire que ce qui fait exploser les vues est dissocié de la valeur que tu développes, que tu donnes, et que tu apportes avec ton contenu. Puisque la valeur que tu donnes et que tu apportes peut rester stable, et tes vues exploser grâce à du mouvement et du bruit aléatoire qui se passe en ce moment dans les réseaux de communication. Autrement dit, ça veut dire que les vues en tant que vues, ça n'a pas de valeur à long terme. L'accélération de tes vues n'accélérera pas le développement de ta valeur. À partir du moment où tu considères que les vues ont de la valeur à long terme, ton compas devient déréglé. Ton modèle des relations cause à effet devient confus. Et sur le long terme, ça va jouer contre toi. Parce que sur le long terme, ce qui compte, c'est la valeur que tu donnes et que tu apportes. Et donc ça veut dire que ce qui compte sur le long terme, c'est que tu te concentres sur le développement de la valeur que tu as à donner et à apporter. C'est toujours ça qui va compter le plus sur la durée et être à la cause distale et principale
de ce qui va arriver dans ta vie. Et à partir du moment où tu perds cette vue, et que tu commences à raisonner de manière inversée, en te focalisant sur le bruit et les mouvements du moment, tu es baisé. Tu es baisé. Parce que le bruit et les mouvements de communication, c'est très instable, ça bouge. Alors que ce qui fait qu'on apporte et qu'on donne de la valeur, c'est super stable, ça ne bouge pas. Ça ne bougera pratiquement pas jusqu'à ta mort en fait. Dit autrement, le bruit et les mouvements ont tendance à trouver et suivre la valeur. Ce qui est pourquoi plus tu produis de la valeur, plus tu augmentes les probabilités d'être pris dans du bruit et dans du mouvement à un moment ou à un autre. C'est la magie du temps sur Internet. Si tu continues à t'améliorer et produire de la valeur pendant des années et que tu es présent sur Internet, il est très peu probable que tu ne sois jamais pris dans du bruit et du mouvement qui t'apporte de la visibilité. Et étant donné le fonctionnement des algorithmes d'exposition sur Internet, les événements d'exposition vont créer des boucles de feedback qui vont t'apporter plus d'exposition. Si bien que ta courbe ne va jamais stagner. C'est principalement pour cette raison que je me soucie que très peu du bruit et du mouvement. Je suis pas pressé. Je laisse ça être des conséquences incidentes à long terme. Contrairement à d'autres personnes qui mettent toute leur énergie à suivre le bruit et le mouvement pour déterminer ce qu'ils font. Ce qui est beaucoup plus risqué qu'il n'y paraît sur la durée. Pour toutes les raisons dont je vous ai parlé précédemment. Sur YouTube, par exemple, on peut voir beaucoup de chaînes qui ont une explosion soudaine d'exposition, mais qui n'ont pas réussi à transformer cette explosion d'exposition. Cette explosion reste une sorte d'accident temporaire dans leur parcours. Les gens n'ont pas suivi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de valeur pour que ça suive. L'accélération des vues n'accélère pas le développement de la valeur. L'auteur de la chaîne n'avait pas la capacité de tirer parti de cette explosion d'exposition. Ce n'est pas le tout d'avoir l'étincelle pour allumer le feu. Il faut du bois pour que le feu reste allumé. Il faut que le bois soit renouvelé régulièrement. C'est presque de la physique en fait. Arriver sur le devant de la scène par accident n'est vraiment pas une bonne chose. Car tu ne peux pas contrôler et répéter les accidents, et donc tu es condamné à redescendre. La raison pour laquelle je me fais très peu de soucis à ce niveau pour la chaîne, c'est qu'étant donné les conditions initiales, c'est mathématiquement impossible que ça n'arrive pas sur la durée, à moins que j'arrête en chemin. La pente d'évolution de la courbe des chiffres de la chaîne est légèrement positive. Ce qui veut dire que plus le temps avance, plus les chiffres gagnent de la vitesse. Chaque mois, la pente augmente légèrement par rapport au mois précédent. Et c'est très très rare les phénomènes dont la pente commence à monter de manière stable comme ça, et qui ne continue pas à monter de manière stable pendant un bout de temps. Si vous êtes dans les 3 premières années de votre chaîne, regardez l'évolution de la pente de la courbe de votre chaîne à travers le temps. C'est plus important que les chiffres ou que la vitesse. La pente, ça vous donnera une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le futur si vous continuez comme ça. Encore une fois, on en revient à la scalabilité. Si après plusieurs années la pente est négative ou neutre, il faut absolument que vous fassiez quelque chose si vous voulez que ça décolle un jour. Parce que si vous continuez comme ça ne va pas décoller. Les gens qui essaient d'expliquer le peu de vues d'une chaîne en l'associant avec la qualité du contenu ne comprennent vraiment rien à comment fonctionne l'acquisition d'audience dans des domaines spécifiques. Internet, c'est un océan géant. La marque d'un bon contenu, c'est qu'il fait rester certaines personnes qui sont entrées en contact avec ce contenu. Mais même le meilleur contenu ne peut pas affecter les gens qui ne sont encore jamais rentrés en contact avec. C'est toujours autre chose que le contenu qui fait rentrer de nouveaux gens dans la boucle, à savoir les événements d'exposition automatique ou promotionnelle, le bruit et les mouvements dans les réseaux de communication. Tant qu'il n'y a pas de nouveaux cerveaux qui goûtent régulièrement à ton contenu, tu peux pas raisonnablement mettre en cause le pouvoir à long terme de ce contenu. Et en fait, tu risques de faire de grosses erreurs stratégiques si tu le fais. Ensuite, pour ce qui est du contenu de ma chaîne en lui-même, lui aussi est bien scalable. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres sujets spécifiques que je vais aborder dans le futur et que j'ai pas encore abordés. Ce qui veut dire que l'échelle de sujets va aussi pouvoir s'élargir et attirer d'autres personnes à l'avenir. C'est aussi très bon. Certaines chaînes, dès le début, leur échelle de sujet est à son maximum, et donc on peut pas anticiper qu'il va se passer des changements dus à ça, vu que tous les sujets sont déjà rentrés dans l'équation. Pour ma chaîne, ce n'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de sujets qui sont pas encore rentrés dans l'équation. Ensuite, pour ce qui est de l'évolution de l'audience de la chaîne, certes c'est lent, et il n'y a eu aucun gros événement d'exposition associé à mon contenu, pour emmener beaucoup de monde d'un coup, mais n'empêche que l'audience double tous les ans malgré tout. Tant que la courbe de développement de l'audience ne ralentit pas, c'est raisonnable de se dire qu'il n'y a pas de problème majeur. Bref, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a de fausses victoires et de fausses défaites. La même stratégie qui donne l'impression que je suis mal parti pour gagner maintenant sera probablement responsable de la sécurité de ma victoire dans le futur lointain. Comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, le style de contenu que je fais, il s'adresse à une niche de personnes qui n'ont pas envie d'être diverties, mais qui ont envie de réfléchir et d'apprendre des choses.
Je dirais que je suis dans le marché de la compréhension et du support mental. Le service principal que j'offre, c'est d'aider les gens à comprendre en profondeur des choses à propos de la vie et de la réalité, et à les supporter mentalement à avancer dans les bonnes directions. Mes vidéos ont de la substance, elles prennent du temps et de la concentration pour en tirer de la valeur. Tu ne peux pas faire autre chose à côté, ça ne sert à rien. Et donc je sais très bien qu'il n'y en a pas des masses des personnes qui sont disposées à ça. Donc forcément, je ne peux pas développer une audience rapidement avec ce style de contenu. Ce n'est pas viral du tout. Ça donne l'impression que je perds de rester dans ce genre de contenu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens à qui ça parle, ce genre de contenu, les gens qui ont besoin de substance, de réflexion et de compréhension profonde, ils vont rester sur la durée parce que ça n'existe pas ailleurs. Ou tout du moins, ça n'existe pas en grande quantité ailleurs. Et ce sont toutes ces personnes-là que j'ai envie de garder sur la durée. Les personnes qui veulent du divertissement, les personnes qui ne sont pas prêtes à prendre le temps de se concentrer, ou qui s'en foutent des sujets que j'aborde, je veux les filtrer. Parce que dans leur état actuel, ces personnes-là, de toute manière, elles ne pourront probablement rien en faire. Elles n'ont pas encore les leviers pour. Une personne qui est vraiment motivée à avancer dans la vie, son attention va être éveillée, parce qu'elle a envie de comprendre et de trouver tous les moyens possibles de s'améliorer. Et du coup, ça me permet également de garder les personnes avec un esprit critique développé. Parce que les personnes qui ont l'esprit critique d'un dindon, elles feront des efforts pour m'écouter seulement quand j'aurai des dizaines de milliers d'abonnés. Parce qu'elles sont incapables de juger la valeur des informations, indépendamment de tout un tas d'indicateurs, comme la popularité. Sur le long terme, je cherche à avoir le plus d'abonnés possible, qui résonnent bien avec mon style de contenu. Je ne cherche pas à avoir le plus d'abonnés possible tout court. Ça m'intéresse pas. Je trouve que sur la durée, c'est un objectif toxique, qui te transforme en esclave. Pour plusieurs raisons dont je vous ai déjà parlé. Notamment dans la vidéo de présentation de la chaîne, l'épisode 200, et dans les épisodes 183 et 184. Et ce qu'il faut aussi comprendre également, c'est avec tout ce que j'investis d'énergie et de temps dans le développement de mon expertise unique, depuis des années et des années, c'est comme si je créais des douves et des remparts de plus en plus imposants autour de ma niche de marché. Ce qui veut dire que plus le temps avance, plus ça va devenir difficile d'entrer en compétition directe avec moi. Si quelqu'un veut entrer en compétition directe dans la même niche que moi, s'il veut faire du contenu dans le même style, il peut, il est libre bien sûr, mais il y aura les douves et les remparts à traverser, ce qui fait qu'il n'y en aura pas des masses. Encore une fois, on en revient à la distinction entre liberté liquide et liberté solide. Épisodes 29 et 30. Les douves et les remparts, c'est quoi? C'est la difficulté à répliquer ce qu'il faut faire pour réussir sur un marché. Un marché avec des petites douves et des petits remparts, c'est un marché où c'est assez facile pour un nouveau compétiteur de répliquer ce qu'il faut faire pour réussir sur ce marché. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui a de la valeur et qui est facile à répliquer, ce n'est pas sécurisé sur le long terme. Parce qu'il y a plein de compétiteurs qui vont pouvoir aspirer ta clientèle. A l'inverse, ce qui est difficile à répliquer et qui a de la valeur, égale ce qui est le plus sécurisé à long terme. Parce qu'il y aura peu, voire pas de compétiteurs, pour aspirer ta clientèle. Encore une fois, on en revient à l'idée de créer et jouer à son propre jeu pour devenir imbattable, dont je vous parlais dans l'épisode 102. Les douves et les remparts qu'il va falloir traverser pour entrer en compétition directe sur la niche que je construis, c'est les années de travail à développer le même genre d'expertise que moi, pour répliquer au minimum la même qualité de contenu, pour entrer en compétition dans ce style-là. À partir du moment où tu réalises que 80% des gens n'ont déjà pas la patience et la concentration pour écouter mes vidéos et tirer parti de ce que je dis, ça leur demande trop de travail d'écouter et de réfléchir pendant 10 minutes, c'est déjà des remparts dissuasifs, ça te donne une petite idée du nombre de personnes qui vont réussir à passer les remparts et les douves gigantesques pour faire tout le travail nécessaire pour entrer en compétition directe sur la niche que je développe. Le nombre est proche de 0. Pourquoi? Parce que même ceux qui ont la capacité mentale de faire le travail nécessaire, pour eux ça vaudra davantage le coup d'investir leur énergie dans quelque chose de différent et d'unique, plutôt que de bêtement répliquer ce que je fais déjà. L'avancement des remparts et des douves pour faire la même chose que moi vont être dissuasifs. Parce que quand tu copies quelqu'un, si tu veux réussir, tu as intérêt d'être bien meilleur que lui. Sinon, tu vas ramasser ses miettes. Si tu fais la même chose en moins bien, tu n'auras pratiquement aucune part du marché. Parce que l'inertie est trop installée. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité. Et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.